Je m'appelle Elena Vance. Avant ce mardi soir, j'étais le genre de personne que vous détesteriez sans doute en soirée, mais que vous embaucheriez sans hésiter pour construire votre maison. Je suis architecte. Et pendant 34 ans, ma religion n'était ni le christianisme, ni le bouddhisme, ni la science. Ma religion était précision. J'habitais dans un monde de lignes droites. Pour moi, la vie était une équation d'ingénierie. Si l'on calcule correctement les charges, si l'on choisit les bons matériaux et si l'on travaille 16 heures par jour, l'édifice ne s'effondrera pas. J'appliquais cette logique à tout. À mon corps, que je maintenais svelte grâce à un régime strict, à mon compte en banque, méticuleusement géré, à mes relations, que je gérais avec la froideur d'un contrat. Je regardais avec un mépris intellectuel ceux qui parlaient de destin, de âme ou de chaos. À mes yeux, le chaos n'était qu'un mot pour désigner les fainéants qui n'avaient pas pris la peine de planifier. Je me croyais aux commandes de mon existence. Je pensais avoir le contrôle. Mais l'univers a un sens de l'humour très particulier, et il adore détruire l'arrogance par l'ironie. C'était en novembre, une de ces nuits où l'on a l'impression que le ciel va s'effondrer. Il pleuvait des cordes. Je conduisais mon SUV noir, une voiture que j'avais choisie parce qu'elle était considérée comme la plus sûre du marché. L'ironie est flagrante. J'étais en retard pour la réunion d'approbation finale d'un complexe résidentiel de luxe. J'avais l'estomac noué par l'acidité et le café. La radio était allumée, mais je n'entendais pas la musique. Dans ma tête, je hurlais sur l'entrepreneur. Je passais en revue les budgets, j'anticipais les problèmes. Je roulais à 110 km/h, non pas sur la route, mais à l'intérieur de mon propre angoisse. J'abordais un long virage sur l'autoroute. Mon téléphone portable, qui était dans son support magnétique, vibra et s'illumina. C'était une notification par email. Urgent, problème à la fondation. J'ai quitté la route des yeux pendant une seconde précise. Une seule seconde. C'était suffisant pour que les lois de la physique reprennent le dessus. J'ai senti le volant s'alléger. Une légèreté nauséabonde. La voiture a commencé à aquaplaner. J'ai cessé d'être au volant pour devenir passager d'un projectile de 2 tonnes glissant sur l'eau. Je n'ai pas crié. Mon esprit analytique a tenté de corriger la trajectoire. Ne freinez pas. Tournez du côté du dérapage. Mais il était trop tard. Le pneu avant droit s'est enfoncé dans la terre sur le bas-côté. Le monde s'est mis à tourner violemment. C'est le bruit qui m'a le plus marqué. Ce n'était pas un fracas digne d'un film. C'était le bruit du métal qui se déchire, du verre qui se brise et du plastique qui se casse, le tout mêlé dans un horrible hurlement mécanique. J'ai senti la force G me plaquer contre ma ceinture de sécurité. Le toit de la voiture a cédé. Et puis, la chute. La voiture a quitté la route et a plongé dans un ravin escarpé, faisant 3 tonneaux avant de s'immobiliser, sur le toit, dans un torrent en crue. Le silence qui suivit était assourdissant. J'étais la tête en bas, coincée par la ceinture de sécurité. Le pare-brise avait disparu. Un froid vif et mordant me parcourut l'habitacle. L'eau glacée et boueuse commença à l'inonder. J'essayais de détacher ma ceinture. Mon bras gauche ne répondit pas. Je le regardais et vis l'os à vif, blanc sur le fond sombre de la voiture. Étrangement, je ne ressentis aucune douleur à ce moment-là, seulement le choc. L'eau monta rapidement. Genoux, taille, cou. La panique s'est installée. Mais ce n'était pas une panique émotionnelle. C'était une panique logique, furieuse. Mon esprit hurlait « C'est une erreur. Je ne peux pas mourir. J'ai une réunion. J'ai un prêt immobilier. Mon plan quinquennal ne prévoit pas de mourir dans un fossé. C'est absurde, n'est-ce pas? La mort frappait à ma porte et je m'inquiétais pour mon emploi du temps. L'eau me coulait sur le nez. L'instinct animal a pris le dessus. Mon corps s'est débattu. Je me suis débattue, avalant de l'eau sale, les poumons brûlants comme s'ils avaient avalé du feu. Je sentais le dioxyde de carbone s'accumuler dans mon sang. Des lumières ont commencé à vaciller dans mon champ de vision périphérique. Il y a eu un dernier spasme violent dans ma poitrine, mon corps refusant de céder. Et puis, les ténèbres m'ont envahi. Mon cœur s'est arrêté. Mon cerveau s'est éteint. Elena Vance, l'architecte, était morte. Et puis, populaire comme un bouchon qui saute d'une bouteille de champagne. La douleur a disparu. Le froid a disparu. La peur a disparu. J'ai ouvert les yeux,
ou du moins ce que je croyais être des yeux, et je n'étais plus dans la voiture. Je flottais à 3 mètres de hauteur, au cœur de la tempête. Mais l'orage, mon Dieu! J'ai regardé la pluie, et ce que j'ai vu a bouleversé ma vision du monde à jamais. Je ne voyais pas d'eau. Je voyais... Géométrie, chaque goutte de pluie n'était pas qu'un simple liquide. C'était un polyèdre cristallin parfait, illuminé de l'intérieur par une lumière bleue néon. Je pouvais distinguer la structure moléculaire de l'eau. J'ai contemplé les arbres du ravin. Je n'y voyais ni bois ni feuilles. Je voyais des fractales d'énergie dorée, pulsant au rythme mathématique parfait. J'ai regardé la voiture en contrebas. Un amas de métal tordu, à moitié enfoui dans la boue. J'y ai vu mon corps, pâle, brisé, mort. Et vous savez ce que j'ai ressenti? L'indifférence. C'était comme regarder un vieux manteau jeté à la poubelle. Je savais que c'était moi, mais en même temps, je savais que ce n'était qu'une structure éphémère qui s'était effondrée. J'ai tout entendu. Non pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit. J'ai perçu la vibration des pierres. J'ai senti l'électricité statique dans les nuages. J'ai compris, à cet instant, que le monde physique où j'avais vécu pendant 34 ans n'était qu'une croûte, une façade grossière. La véritable réalité résidait dans cette structure sous-jacente, un réseau infini de lumière et de mathématiques. Moi, le sceptique, l'athée, je voyais. Quartier général et l'église étaient magnifiques. J'ai ressenti une attraction magnétique sur mon dos spirituel. Les lignes de pluie ont commencé à se courber, formant un tunnel géométrique, non pas de nuages, mais d'équations et de lumière. J'ai été aspiré vers le haut. J'ai quitté la terre, j'ai quitté mon corps brisé, j'ai quitté ma carrière, et j'ai été propulsé vers la source du dessin. Je n'ai pas atterri sur des nuages cotonneux. Je n'ai pas entendu de chœur céleste. Je n'ai pas vu de proches disparus, vêtus de blanc, me tendre la main. Lorsque le vortex géométrique m'a finalement déposé de l'autre côté, j'ai atterri dans un lieu que mon esprit rationnel ne pouvait interpréter que d'une seule façon. J'étais dans le plus grand, le plus complexe et le plus parfait cabinet d'architecte de l'univers. Le sol sous mes pieds, le spirituel, n'était pas solide. C'était une surface translucide, semblable à du verre trempé, mais faite de lumière comprimée. Si je regardais vers le bas, à travers mes pieds, je pouvais voir des galaxies entières tourner lentement, comme des maquettes décoratives sur le sol en contrebas. Le plafond, il n'existait pas. Au-dessus de moi s'étendait une infinité de données, des flux de nombres et de formes géométriques dorées qui coulaient comme des rivières dans le ciel, transportant l'information d'un bout à l'autre. Mais ce qui me coupa le souffle, si tant est que j'ai eu besoin de respirer, c'était les tables. S'étendant à perte de vue, il y en avait des milliers, peut-être des millions, de surfaces inclinées et flottantes, semblables à des planches à dessin technique. Et devant chacune de ces tables, des êtres de lumière, concentrés, travaillaient. Le silence qui régnait en ce lieu n'était pas vide. C'était un silence de concentration absolue. Ce genre de silence électrique que l'on ressent dans une pièce où des génies résolvent des équations insolubles. Je marchais, ou plutôt glissais, entre les tables. Je m'approchais de l'une d'elles pour jeter un coup d'œil à ce qui était dessiné. Ce n'étaient pas des plans de bâtiments, ce n'étaient pas des ponts, ce n'étaient pas des gratte-ciel. C'était plantes de la vie, c'était des hologrammes tridimensionnels complexes, aux couleurs chatoyantes. Je voyais des lignes temporelles s'étirer et se ramifier. Je voyais des points d'intersection. Je voyais des nœuds de conflit marqués en rouge et des vecteurs d'amour marqués en or. Moi, Elena, qui croyais que le chaos régnait sur le monde, je contemplais la preuve ultime que le hasard n'existe pas. Tout était intentionnel. Tout était le dessin. Soudain, je sentis un changement dans la pression atmosphérique de ce lieu. Une vibration profonde et puissante résonna dans ma poitrine. Je me retournai et le vis. Ce n'était ni Jésus, ni Bouddha, ni un vieil homme à la barbe blanche. L'entité devant moi était une colonne de lumière irisée, changeant constamment de forme, prenant des motifs géométriques fractales. Elle émanait une autorité si absolue et une intelligence si vaste que je me sentis comme un enfant jouant avec des cubes en bois. Immédiatement, mon esprit lui donna un nom. Pour moi, ce n'était pas Dieu, c'était l'ingénieur. Il n'ouvrit pas la bouche pour parler.
La communication était télépathique, instantanée et massive. C'était comme télécharger une encyclopédie entière en une milliseconde. Sa voix résonnait dans ma conscience, non pas avec des mots, mais avec des concepts purs. « Bienvenue à nouveau, Elena. Êtes-vous venue relire le brouillon ?» La date limite approchait. Il fit un geste de la main, comme pour une lumière, et l'une des tables flotta vers nous. Un hologramme bleu néon se déploya sur sa surface luisante. Je le reconnus aussitôt. C'était ma vie, vue d'en haut. Je vis ma naissance, marquée par la pose de la première pierre. Je vis mon enfance solitaire, représentée comme une période de cure du béton, un temps de maturation nécessaire. Je vis mes années d'université, mon obsession pour le travail, mon isolement affectif. Tout cela apparaissait sur le plan comme des murs portants. Et puis, j'ai vu le terminus du courant. J'ai vu l'endroit où la ligne bleue s'interrompait brusquement, formant un nœud rouge chaotique. L'accident, le ravin, la voiture renversée, l'eau. Sur Terre, cela ressemblait à une horrible tragédie. Mais là, à la table de l'ingénieur, l'accident était marqué d'un symbole que tout architecte connaît. C'était un point de pivotin vecteur de correction structurelle. Mon côté humain, l'Elena obstinée et autoritaire, se rebella. Même dans la mort, je sentais l'indignation monter. « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» demandai-je mentalement, en désignant le nœud rouge de l'accident. « J'étais en train de créer un chef-d'œuvre. J'avais une carrière, une réputation. Tout était sous contrôle. Pourquoi m'ont-ils jeté dans un ravin? Quel genre de sadique dessine des choses pareilles ?» L'ingénieur ne s'en offusqua pas. Au contraire, je perçus chez lui une vague d'humour et de patience. Son ton devint plus doux, presque enjoué. « Nous ?» il a répondu. « Elena, regarde la signature dans le coin du projet. » J'ai regardé. Dans le coin inférieur droit de l'hologramme, auréolé d'une lumière dorée indubitable, se trouvait ma propre signature énergétique. Le choc m'a paralysée. « C'était toi », continua l'ingénieur, impitoyable mais bienveillant. « C'est vous qui avez conçu cet effondrement. Avant même de passer aux choses sérieuses, vous étiez assis à cette table et vous avez imaginé cet accident comme une mesure de sécurité. » Il toucha l'hologramme et l'image s'agrandit, révélant des détails microscopiques de mon âme. « Tu le savais », il expliqua. « Tu savais que ta personnalité sur Terre aurait tendance à se rigidifier. Tu savais que tu tomberais amoureuse du pouvoir et du contrôle. Tu savais que si rien ne t'arrêtait, tu te transformerais en une forteresse de glace, impénétrable à l'amour, impénétrable à la compassion. » Il a fait avancer la chronologie, montrant ce qui se serait passé si j'avais... Non, j'ai imaginé mourir cette nuit-là. J'ai vu une autre version de moi-même. Je me suis vue vieillir. Je me suis vue recevoir des prix d'architecture. Mais j'ai aussi vu mon fort intérieur. Mon âme se ratatinait, se desséchait, grisonnait. Je me suis vue mourir à 50 ans, seule dans un appartement luxueux, riche, respecté, mais spirituellement vide. J'avais bâti un palais, mais je n'avais personne pour y vivre. L'accident n'était pas une erreur, Elena, dit l'ingénieur, et la vérité de ses paroles résonna dans chaque atome de mon être. Cet accident était une démolition contrôlée. Tu as orchestré ce moment pour abattre les murs de ton ego. Car ce n'est qu'une fois ces murs tombés que la lumière pourra à nouveau pénétrer. J'ai examiné le projet. J'ai contemplé la complexité de sa conception. J'ai compris que ce que j'appelais la malchance était en réalité ma propre sagesse supérieure à l'œuvre. Je m'étais suffisamment aimée pour planifier ma propre destruction, juste pour me sauver de moi-même. L'ingénieur recula légèrement, me laissant de l'espace. La structure s'est effondrée comme prévu, dit-il. La question est maintenant la suivante. Voulez-vous laisser la construction à l'arrêt et rester ici? Ou voulez-vous retourner dans la boue, ramasser les briques cassées et construire quelque chose qui soit non seulement haut, mais sacré? Je restais là, suspendue entre la perfection de ce bureau céleste et l'image brutale de mon corps brisé dans l'eau glacée. Le choix m'appartenait. Et pour la première fois, je n'avais aucun plan. Je n'avais qu'une intuition. L'ingénieur me regarda de cette lumière pulsante qui semblait contenir toute la connaissance de l'univers. Et bien que je vienne de lui dire que j'étais prêt à descendre, il ne me laissa pas partir immédiatement. Une solennité nouvelle s'installa, une gravité palpable annonçait l'approche de la clause la plus délicate du contrat.
L'hologramme de ma vie future brillait toujours au-dessus de la table lumineuse, révélant les lignes dorées des liens humains que je tisserais, des projets d'architecture sociale que je concevrais, de la réconciliation avec mes parents. C'était magnifique. Cela semblait un destin inévitable et glorieux. Mais l'ingénieur, avec la froide précision de celui qui examine un budget avant le début des travaux, fit un geste et l'image changea. Les lumières dorées s'estompèrent, et ce qui apparut devant moi fut la réalité brute, physique et biologique de ce que signifiait « retourner ». Il avait besoin que je comprenne le prix à payer. Dans ce lieu de géométrie parfaite et d'amour inconditionnel, il est très facile de dire oui à la souffrance. Car là-bas, la souffrance n'est qu'un concept, une abstraction mathématique. Mais il voulait que je ressente la texture de ce qui m'attendait. Il a projeté dans mon esprit la sensation exacte des mois à venir. Ce n'était pas un film, c'était une simulation sensorielle complète. Soudain, la légèreté de mon corps spirituel s'est évanouie et j'ai ressenti le poids fantôme du plâtre. J'ai ressenti les démangeaisons insupportables de la peau en train de cicatriser sous les bandages, celles qu'on ne peut pas gratter. J'ai ressenti l'humiliation d'avoir 34 ans et d'avoir besoin d'une infirmière pour aller aux toilettes parce que mon bras et mes côtes ne fonctionnaient plus. J'ai ressenti le brouillard chimique des analgésiques, la lenteur de la pensée, la frustration d'essayer de tracer une ligne droite et de voir ma main trembler. L'ingénieur a touché au cœur même de ma pensée. L'Elena que tu étais est morte dans le ravin. L'Elena qui reviendra sera une femme handicapée physiquement. Tu souffriras les jours de pluie, tu auras des cicatrices visibles que ta vanité d'antan abhorrerait. Ta carrière d'architecte de renom subira un revers de 2 ans. Tu perdras de l'argent, tu perdras du prestige. Tes concurrents seront furieux. Es-tu prête à accepter ce budget? Es-tu prête à payer ce prix pour avoir la chance de construire ton âme ou préfères-tu annuler le projet maintenant et rester ici en paix pour l'éternité? J'ai examiné ses limites. L'ancienne Elena aurait refusé. Elle aurait dit que la vie ne valait pas la peine d'être vécue si elle n'était pas la meilleure, la plus rapide, la plus parfaite. Mais la conscience qui m'habitait à cet instant voyait autre chose. Je voyais que ces cicatrices n'étaient pas des défauts, c'étaient des joints de dilatation. C'étaient les espaces par lesquels ma nouvelle humanité respirerait. Je voyais que la douleur physique me rappellerait constamment de ne pas retomber dans le matérialisme. Ce serait mon réveil. Avec une certitude venue du plus profond de mon être, je lui ai répondu que j'acceptais le budget. J'acceptais la douleur. J'acceptais l'humiliation de la dépendance. Je voulais la vie, avec toutes ses imperfections. C'est alors que l'ingénieur aborda la dernière partie de l'hologramme, là où la lumière commençait à s'estomper, annonçant mon réveil à l'hôpital. Il m'annonça qu'il restait une dernière condition, la règle la plus ancienne et la plus frustrante de cet univers, la seule qui me fasse véritablement hésiter. Il l'appelait le protocole d'isolement, ou, comme on l'appelle souvent sur Terre, le voile de l'oubli. Il m'expliqua que je ne pouvais pas emporter avec moi toute cette lucidité. Je ne pouvais pas retourner dans mon corps avec un souvenir parfait de cette salle de projet, ni avec la certitude absolue de son existence. J'ai paniqué spirituellement. « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, tremblant de peur. « Si j'oublie cela, si j'oublie que vous existez, si j'oublie que j'ai choisi mes parents et mon accident, je redeviendrai cette personne sceptique et amère. Je me perdrai à nouveau dans le labyrinthe. À quoi bon m'enseigner tout cela si vous effacez ma mémoire à la sortie ? C'est comme envoyer un étudiant à l'examen final et effacer tout ce qu'il a appris. » La réponse de l'ingénieur fut d'une compassion bouleversante. Il étendit sa lumière jusqu'à m'envelopper complètement et m'expliqua le secret du libre arbitre. Il me dit que si je revenais sur Terre avec la preuve absolue de l'existence de l'au-delà, la vie cesserait d'être une épreuve et deviendrait une simple performance. Si je savais, sans l'ombre d'un doute, que l'ingénieur observait tout et que l'amour était la seule véritable monnaie d'échange, je serais bienveillant, mais non par choix véritable. Je serais bienveillant par intérêt personnel. Je serais bienveillant parce que je saurais que j'étais évalué. Ce serait comme jouer à un jeu avec des codes de triche activés. Je gagnerais, mais sans aucune satisfaction. Pour que ton évolution soit authentique, Elena, dit-il, il te faut douter. Il te faut être au cœur de la nuit noire, souffrir, sans entendre ma voix, sans voir cette lumière. Et même alors, choisis l'amour.
Quand tu es bienveillante envers quelqu'un, non pas parce que tu sais que Dieu te regarde, mais parce que tu le ressens au plus profond de ton cœur malgré son silence, alors tu deviens divine. L'oubli donne toute sa valeur à ta foi. Je te laisse avec pour seul guide ton intuition. Cela me terrifiait plus que la mort. L'idée de me sentir à nouveau seule, de douter à nouveau, de redevenir athée à cause de la douleur. Mais j'ai examiné le projet. J'ai envisagé le pont que je pouvais construire. Et j'ai compris qu'il avait raison. Un architecte ne peut pas se contenter de regarder les plans. Il arrive un moment où il faut faire confiance à sa vision et commencer à construire, brique après brique, dans le monde réel. J'ai pris une profonde inspiration. Une inspiration métaphysique qui a empli mon âme de courage. J'ai regardé l'ingénieur une dernière fois, tentant de graver la géométrie de ce visage impossible dans mon âme, priant pour qu'au moins un fragment de cette beauté survive à la traversée. « Je suis prêt », ai-je murmuré. « Éteignez la lumière, je descends. » Dès que j'ai donné mon consentement, la salle de projet ne s'est pas volatilisée. Elle m'a été arrachée. J'ai ressenti une violente aspiration dans le dos, comme si le vide spatial s'était ouvert. La géométrie parfaite s'est dissoute en lignes chaotiques de vitesse. La lumière chaude et dorée a fait place à un tunnel vertigineux de sensations pesantes. J'ai senti la densité augmenter, comme si j'étais comprimée dans une boîte de conserve. La liberté d'être une sphère de lumière a été écrasée par la claustrophobie d'avoir des os, du sang et un poids. La transition fut un choc thermique brutal. De la chaleur de l'amour inconditionnel au froid humide de novembre. Du silence de la sagesse au bruit mécanique du monde. J'ai senti l'huile, la boue et une odeur métallique de sang envahir ma conscience avant même d'ouvrir les yeux. Ma poitrine, qui quelques secondes auparavant respirait l'éternité, se contracta dans un spasme douloureux et laissa entrer un air glacial et sale. J'ai entendu le bruit d'une tronçonneuse coupant du métal, les pompiers. J'ai entendu des cris lointains. Et puis, la douleur. La douleur dans mon bras n'était pas une idée. C'était un cri aigu, lancinant, bien réel. J'étais de retour. Il avait atterri sur le chantier. Et la construction allait commencer. La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas la lumière, mais le son. Le rythme monotone et aigu des moniteurs cardiaques. Bip, bip, bip. La bande-son de la survie humaine. Puis l'odeur. Cette odeur si particulière d'antiseptiques, de javel et de café rassis qui imprègne tous les hôpitaux du monde. Et enfin, la douleur. Non pas la douleur aiguë du choc, mais une douleur sourde, profonde, viscérale, comme si mon corps était un immeuble ravagé par un tremblement de terre et ne tenait plus qu'à un échafaudage précaire. J'ouvris les yeux. La lumière fluorescente du plafond me brûlait les rétines. J'étais en soins intensifs. J'essayais de lever le bras gauche pour me couvrir les yeux, mais il resta immobile. Je baissai les yeux et vis un plâtre et des tiges métalliques qui dépassèrent de ma peau. Ma main, celle qui avait signé des contrats à millions de dollars, mon outil de dessin, n'était plus qu'une griffe enflée et inutilisable. Un médecin entra dans la chambre. Il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui a déjà annoncé trop de mauvaises nouvelles. D'une voix clinique et détachée, il énuméra les lésions comme s'il lisait un rapport d'expertise sur un pont effondré. Fracture ouverte de l'humérus, 3 côtes cassées, perforation pulmonaire partielle, lésions nerveuses périphériques. « Madame Vance ?» dit-il en ajustant ses lunettes. « Soyons réalistes. La convalescence sera longue. Vous perdrez probablement environ 30% de la motricité fine de votre main gauche. Je ne sais pas si vous pourrez un jour dessiner avec la même précision qu'avant. » L'ancienne Helena, l'architecte perfectionniste, se serait effondrée sur le champ. Elle aurait hurlé, menacé de poursuivre l'hôpital en justice et sombré dans une profonde dépression, son identité professionnelle anéantie. Mais pendant qu'il parlait, un événement étrange se produisit. Le souvenir de la salle des projets s'estompait déjà, comme l'ingénieur l'avait prédit. Les formules mathématiques et la géométrie sacrée se dissolvaient comme un rêve au réveil. Mais Sensation Hill était toujours là. J'ai regardé le médecin et je n'ai pas seulement vu un homme en blouse blanche m'annonçant une mauvaise nouvelle. J'ai vu son rôle. Il était inspecteur des travaux. Il décrivait simplement l'état du chantier. Et, chose surprenante, j'ai ressenti un calme immense.
Une voix silencieuse surgit des décombres de mon âme, à murmurer « Tout va bien ». Il s'agit simplement de la phase d'excavation. Les décombres doivent être enlevés pour que la nouvelle structure puisse être érigée. J'ai répondu avec une sérénité qui l'a surpris. « Très bien, docteur. Si je ne peux pas dessiner avec ma main, j'apprendrai à dessiner avec ma voix. Le projet n'est pas annulé, il est simplement modifié. Mais la véritable épreuve, celle du béton armé, survint 2 jours plus tard, lorsque ma mère entra dans la chambre, la femme que j'avais embauchée avant même ma naissance. Cette femme critique et anxieuse qui m'avait toujours fait me sentir inférieure. Elle n'entra pas pour me réconforter. Elle entra, vérifiant la propreté de la chambre, critiquant la qualité des draps, et finit par me regarder avec cette expression désapprobatrice que je connaissais depuis mes 5 ans. « Je t'avais prévenu, Elena », furent ses premiers mots. « Je t'ai toujours dit que tu travaillais trop, que tu conduisais cette voiture ridicule trop vite. C'était de l'inconscience. Regarde-toi maintenant. Tu as gâché ta vie. » Le déclic fut immédiat. Une vieille colère me monta à la gorge comme de l'acide. Mon instinct fut de me défendre, de lui crier de partir, de lui dire qu'elle était une mère horrible, incapable même de compassion quand sa fille était alitée à l'hôpital. Mais alors, le voile de l'oubli se déchira un instant. Je la regardais et, pendant un bref instant, je ne vis plus ma mère. Je vis l'âme que j'avais choisie dans la salle de projet. Je vis le contrat flotter au-dessus de sa tête. Et je compris. Elle ne me critiquait pas parce qu'elle me haïssait. Elle me critiquait parce qu'elle, terrifiée, la peur de me perdre était si grande qu'elle ne savait pas comment la gérer. Elle l'a donc transformée en besoin de contrôle et en critique. C'était le seul langage qu'elle connaissait. Elle était une structure fragile, pleine de fissures, qui luttait désespérément pour ne pas s'effondrer. Au lieu de crier, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 34 ans. J'ai pris une grande inspiration, ignorant la douleur dans mes côtes, et j'ai utilisé ma nouvelle technique. J'ai construit un pont. J'ai tendu ma main valide, ma main droite, et j'ai touché la sienne, qui lissait nerveusement la couette. « Kirk, maman !» ai-je dit d'une voix si douce que l'atmosphère de la pièce s'est comme assoiffée. « Tu as peur, je sais, moi aussi. Mais je suis vivante, nous sommes là. » Elle s'arrêta. Son corps se figea. Elle regarda ma main posée sur la sienne comme si c'était un corps étranger. Ses yeux, toujours si durs et analytiques, se remplirent de larmes. Le masque de fer tomba. Elle s'effondra sur la chaise à côté du lit et se mit à pleurer. Non pas des larmes polies, mais des larmes laides et convulsives, les larmes de quelqu'un qui avait retenu sa peur pendant 48 heures. « Je te croyais mort », sanglota-t-elle en serrant ma main. « Quand j'ai reçu l'appel, j'ai cru que tu étais parti sans que je te le dise. » Elle n'a pas pu terminer sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. L'amour était là. Il l'avait toujours été, mais enfoui sous des tonnes de béton émotionnel que nous avions tous deux répandu dessus pendant des décennies. Mon accident avait été le marteau-piqueur qui avait brisé ce béton. Tandis que je caressais ses cheveux gris, j'ai senti une vague d'énergie parcourir mon corps meurtri. Ce n'était pas l'énergie de la guérison physique. Mon bras me faisait encore terriblement mal. Mais c'était l'énergie de construction. Je venais de poser la première pierre de ma nouvelle vie. L'ingénieur avait raison. Je n'avais pas besoin de concevoir des bâtiments parfaits pour être architecte. Je venais d'esquisser un instant d'amour pur dans une chambre d'hôpital impersonnelle. Et ce petit pont entre ma mère et moi était plus solide, plus beau et plus sacré que n'importe quel gratte-ciel que j'avais pu concevoir dans ma carrière précédente. Le travail avait commencé. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit dans le ravin. Et je dois vous le dire, le médecin avait raison. Ma main gauche n'a jamais retrouvé toute sa dextérité. Aujourd'hui encore, quand je prends un stylo pour dessiner, le trait est tremblant. L'Elena d'autrefois, celle qui mesurait sa valeur à la perfection de ses lignes droites, aurait été anéantie. Elle aurait considéré cela comme une faute professionnelle impardonnable. Mais Elena, revenue d'entre les morts, voit les choses différemment. Chaque fois que je regarde cette cicatrice qui me barre le bras, je n'y vois pas un défaut. J'y vois une carte d'extension. Savez-vous ce que l'on appelle en architecture? C'est une fissure intentionnelle dans la structure qui permet au bâtiment de se dilater et de se contracter sous l'effet de la chaleur et du froid sans se briser. Ma cicatrice est l'espace où respire désormais mon âme.
Ma main tremblante m'a contrainte à cesser de dessiner seule et à m'appuyer sur mon équipe. Cela m'a obligée à verbaliser mes idées, à entrer en contact avec d'autres êtres humains pour qu'ils puissent dessiner ce que je vois. Ma limitation physique est devenue l'outil qui m'a guéri de l'isolement. Et ma mère? Eh bien, le travail continue. Ne vous y trompez pas, elle ne s'est pas transformée en sainte du jour au lendemain. Elle est toujours critique, toujours craintive. Mais moi, j'ai changé. Maintenant, quand elle commence à se plaindre ou à essayer de contrôler ma vie, je ne le vois plus comme une attaque. Je fais appel à mon esprit d'ingénieur. Je la regarde et je vois les vestiges rouillés de son enfance. Je vois que sa structure est fragile. Et au lieu de jeter des pierres sur sa façade, je lui offre du ciment. Je lui offre de la patience. Et parfois, nous parvenons à vivre des moments de paix qui valent plus que n'importe quel projet à 1 million de dollars. L'ingénieur m'avait prédit que le voile de l'oubli tomberait, et il tomba. Je ne me souviens plus des formules mathématiques de la pluie. Je ne peux plus visualiser clairement son visage. Mais il m'a laissé un don, un super pouvoir silencieux. Je peux voir les travaux en cours. Quand je marche dans la rue et que je vois quelqu'un pleurer à un arrêt de bus, un couple se disputer dans un restaurant ou un sans-abri recroquevillé de froid, je ne vois pas des victimes du hasard. Je ne vois pas de malchance. Je vois chantier de construction sacrée. Je regarde cette personne qui vient de perdre son emploi et je pense « Ah, courageux, tu es dans la phase de terrassement. Tu prépares le terrain pour quelque chose de plus grand. Il y a beaucoup de poussière pour l'instant, mais les fondations seront magnifiques. » Et c'est pourquoi je vous enregistre cette vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas ce que représente votre ravin. Peut-être un divorce qui vous a fait perdre pied? Peut-être un diagnostic médical qui a anéanti votre avenir? Peut-être une dépression qui vous a fait perdre toute joie de vivre? En ce moment, vous regardez votre vie et vous ne voyez que des décombres. Vous voyez la voiture renversée dans la boue et vous pensez « c'est fini, j'ai échoué. Dieu m'a oublié. » Je suis ici pour vous le dire, avec l'autorité de quelqu'un qui a vu le plan original, vous n'avez pas échoué. Le chaos qu'ils vivent n'est pas un défaut du système. Il fait partie intégrante du projet et vous l'avez dessiné vous-même. Vous, dans votre forme la plus sage et la plus lumineuse, assis à cette table de lumière, avez choisi précisément ce défi, non par haine de vous-même, mais parce que vous saviez que vous aviez la force structurelle nécessaire pour résister au séisme. Vous saviez qu'il vous fallait briser l'ego pour laisser entrer la lumière. Alors, la prochaine fois que la pluie tombera et que la vie vous semblera injuste, ne priez pas pour que l'orage cesse. Regardez la pluie et essayez d'en percevoir la géométrie. Souvenez-vous que vous êtes les architectes. La douleur n'est que la matière. Le ciment, c'est l'amour. Et l'œuvre est éternelle. Je m'appelle Elena Vance. Je suis morte, je suis revenue à la vie et je suis encore en pleine construction. Vous aussi. N'ayez pas peur de vous salir les mains. C'est là que se construisent les temples.